Salut, je m'appelle Lorraine, je travaille au sein d'une association qui s'appelle Make Sense. Make Sense, c'est une organisation internationale qui existe depuis 12 ans maintenant. Et nous, on se voit un peu comme le pôle emploi de l'engagement. Donc notre ambition, c'est de déclencher le passage à l'action du plus grand nombre et d'outiller les gens qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas exactement par où commencer. Et donc on a plein d'activités qu'on propose à des gens, donc plein de programmes d'engagement pour aider les gens à s'engager sur des causes sociales ou des causes environnementales. On a des programmes d'accompagnement pour toutes les personnes qui ont envie de lancer un projet à impact. Et on fait aussi de l'accompagnement auprès de boîtes qui ont envie d'effectuer une transition. Et du coup, pour ça, on les accompagne grâce à des méthodologies que nous, on a testées depuis 12 ans maintenant. Parce que ça fait 12 ans qu'on engage des gens. Ça fait 12 ans qu'on a engagé près de 200 000 personnes dans le monde entier. Et du coup, qu'on a testé un bon paquet de choses sur la mobilisation, sur comment est-ce qu'on fait pour faire passer les gens à l'action. Qu'est-ce qui fait que les gens passent à l'action ? Qu'est-ce qui fait que les gens rejoignent un collectif et qu'est-ce qui fait que les gens restent dans un collectif. Et du coup, c'est ça que je vais essayer un petit peu de partager aujourd'hui. C'est toutes ces bonnes pratiques, ces recettes magiques qu'on a pu expérimenter, tester et qui ont fonctionné sur certains programmes qu'on a pu lancer ou certaines activités. Moi, quand j'ai rejoint Make Sense, une des premières leçons de mobilisation qu'on m'a donnée, c'est une vidéo qui s'appelle le Dancing Guy, que je t'invite à aller chercher sur YouTube, qui est une très belle leçon de leadership et de lancement d'un mouvement. C'est une vidéo où on voit un mec qui est tout seul en train de danser dans un festival techno à Berlin, dans un parc. Et tout le monde est assis, tout le monde le regarde super bizarrement, il danse un peu comme un weirdo, tout le monde le regarde, personne ne fait rien comme lui, mais il est là, il persiste, il continue à danser, il fait son truc. Au bout d'un moment, il y a un mec qui se lève et qui va danser avec lui. Il se check et là, ils continuent à danser ensemble, l'autre il fait un peu ses propres mouvements, etc. Et puis après, il y a une troisième personne qui arrive, et puis une quatrième, et puis 10 d'un coup, et puis 20 d'un coup. Et ce que je trouve fascinant dans cette vidéo, c'est évidemment qu'au bout d'un moment, tout le parc est debout et danse avec ce mec qui au début était tout seul. Et du coup, c'est des belles leçons sur comment est-ce qu'on lance un mouvement et quel est le moment où on atteint ce point de bascule qui fait que c'est plus cool d'être debout en train de danser que de rester assis et rester passif par rapport à ce qui se passe. Ça peut s'appliquer à tous les enjeux d'aujourd'hui en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une personne qui va se lancer, qui va lancer une idée, une action, un mouvement, et qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres gens qui vont le rejoindre. Et donc du coup, c'est de ça dont on va un petit peu discuter dans cette vidéo et que j'aimerais un peu creuser. Du coup, comment est-ce qu'on lance un collectif, comment est-ce qu'on lance un mouvement, ce qu'on a pu tester et nous expérimenter, c'est différentes étapes quand tu as envie de lancer un mouvement à une échelle qui peut être très locale ou nationale ou internationale. La première étape, ça va souvent être de se dire « Ok, je vais rencontrer des personnes et tisser du lien avec des personnes qui sont intéressées par la même chose que moi, qui ont envie de faire la même chose que moi, pour un peu plus comprendre qu'est-ce qui va les motiver et pour se connecter avec ces personnes. » La deuxième étape, c'est souvent de faire en sorte que ces personnes se rencontrent et donc du coup de créer un espace pour que ces personnes qui partagent peut-être des valeurs, des questionnements ou des envies communes se rencontrent et puissent interagir entre elles. Un espace, ça peut être un événement, un apéro, ça peut être une boucle WhatsApp, ça peut être un groupe Facebook, un groupe Slack, Discord, peu importe l'outil qu'on utilise, mais c'est un espace où les gens peuvent se parler et se connecter. Souvent, dans ces étapes-là, la personne qui lance le mouvement, le premier mec qui dansait, c'est souvent lui qui est au centre. Il va motiver les échanges, il va créer les espaces de discussion, etc. Dans une mobilisation réussie, selon moi, ça marche quand la personne arrive à se retirer du centre du cercle et du coup à favoriser les échanges, les connexions et le fait que le collectif fonctionne si la personne n'est plus au centre. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle sort du cercle, mais ça veut dire qu'elle est à la même place que tous les autres et que le groupe commence à s'organiser, que des gens commencent à monter en responsabilité, à faire des choses aussi pour animer la vie du collectif, à proposer des nouvelles idées, à coordonner des nouvelles actions, etc. Puis après, il y a une autre étape qui est parfois plus compliquée, c'est de se dire que la personne qui a lancé, elle peut sortir du centre du cercle. Ça ne veut pas dire qu'elle sort du paysage, mais en tout cas qu'elle est plus là pour outiller, former les gens, les valoriser, et pas forcément pour faire des actions elle-même. Et du coup, pour creuser un petit peu ces idées-là, je pense que autour de comment est-ce qu'on lance une mobilisation qui fonctionne et quels sont un peu les ingrédients magiques, je crois qu'il faut toujours se rappeler de pourquoi est-ce que les gens y rejoignent un collectif.
Aujourd'hui, il y a plein de raisons qui font que des gens rejoignent une communauté, une asso, un mouvement, un parti, etc. Il y en a plein, mais on peut en citer quelques-uns qui sont assez communs. D'abord, c'est l'envie de se sentir utile et de contribuer à une cause. C'est la première grande raison qui fait que les gens rejoignent un collectif. Souvent, c'est cette idée de je partage des valeurs communes, un rêve commun par rapport à un sujet, une thématique ou une vision du monde. La deuxième, c'est qu'ils ont envie de se connecter à d'autres personnes qui partagent leurs valeurs, qui partagent leurs questionnements, des gens qu'ils n'ont pas forcément dans leur entourage proche, et qui fait que ils vont ressentir un sentiment d'appartenance à un groupe et à un collectif. Une autre raison, ça peut être pour apprendre des choses et se dire qu'en fait, on rejoint un collectif pour apprendre des savoirs, des choses sur des thématiques en particulier. Ça peut être aussi des savoir-être ou des savoir-faire, mais en tout cas, les gens rejoignent aussi beaucoup des mouvements, des collectifs et s'investissent pour apprendre aussi. Et c'est des choses qui sont fiers de pouvoir valoriser aussi derrière et réutiliser dans leur vie pro, dans leur vie perso. Et la dernière chose qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est aussi pour se sentir valorisé, pour se sentir bien avec ce qu'ils font, pour sentir de la valorisation autour d'eux. Et dans la manière qu'on peut avoir de gérer un mouvement, de coordonner des actions, de coordonner un collectif, je pense que c'est important de toujours se souvenir de pourquoi est-ce que les gens ils sont là et qu'est-ce qui fait qu'ils vont rester. Et du coup, quelques petits ingrédients magiques ou quelques bonnes pratiques auxquelles il faut penser quand on mobilise un collectif ou qu'on a envie de créer un collectif. Et c'est toujours en se rattachant à pourquoi est-ce que les gens ils sont là. Je reviens d'abord à cette histoire de cause, de se sentir utile, etc. Je pense qu'on reste au sein d'un collectif quand on sait pourquoi on y est et on sait à quoi on contribue. Et donc du coup, dans un collectif, c'est important de pouvoir formaliser une raison d'être qui fait que les gens comprennent le rêve commun vers lequel on va tous ensemble dans la communauté ou dans le collectif. Qu'il y a une raison d'être qui fait que les gens se retrouvent et j'irais même plus loin qu'il y a des objectifs qui sont communs. Et donc du coup, quand on rejoint un mouvement, un collectif, si c'est clair le pourquoi est-ce que je fais ça, à quoi ça va contribuer, qu'est-ce que ça va apporter comme transformation dans la société de manière générale ou à une échelle qui est super locale, en fait c'est un vecteur de fidélisation. C'est un truc qui fait que les gens vont rester. C'est parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils font au quotidien, dans le mouvement ou ponctuellement, même s'ils sont là que 2 heures, ça contribue à faire avancer un enjeu, ça contribue à faire avancer une cause. Et du coup, ils ont un sentiment d'utilité qui est fort. Je dis ça parce que je pense que souvent, quand on est dans le jus, quand on est dans l'opérationnel, quand on fait beaucoup d'actions, on a tendance à oublier de rappeler ce rêve commun. Et pourtant, c'est important de se rappeler régulièrement à quoi on rêve tous ensemble et qu'est-ce qu'on veut atteindre. Parce que c'est ce qui fait que les gens ressentent un sentiment d'appartenance entre eux, même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils viennent de milieux différents, même s'ils viennent de contextes super différents. Ils se retrouvent sur cette appartenance, ce rêve commun. J'aime beaucoup employer la question de rêve commun parce que je pense que ça permet de se projeter dans des imaginaires et dans des futurs qui sont désirables et qui permettent de fédérer les gens entre eux. Et du coup, ça vaut le coup de rappeler ça. Ça peut être dans des newsletters qu'on envoie, ça peut être au début d'un événement, ça peut être dans des petits messages de temps en temps comme ça, des petites piqûres de rappel sur voilà où est-ce qu'on a envie d'aller tous ensemble. Et c'est aussi important de se dire, en fait, la raison d'être d'un mouvement, elle peut changer aussi au fur et à mesure du temps, en fonction de, peut-être qu'un mouvement local, il a commencé avec 2 personnes. Au moment où on est 30, 40, peut-être que les choses, elles changent. Il y a du temps qui est passé. Peut-être qu'il faut revoir un petit peu le pourquoi est-ce qu'on est ensemble et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour la suite. Et c'est complètement OK. Les collectifs, c'est cyclique aussi, en fait. C'est beaucoup en fonction des gens qui composent le collectif et du contexte. Et parfois, le contexte, il change et du coup, il faut revoir tout ce qu'on fait. L'exemple du Covid est un super bon exemple. Il y a plein d'assos comme nous, par exemple, comme Make Sense, où on a dû revoir ce qu'on proposait aux gens parce que le contexte avait complètement changé et où du coup, forcément, la raison d'être de ton collectif, elle change aussi. C'est pas un exercice facile parce que parfois, il faut composer avec différents
différentes opinions, différentes visions du monde, etc. Mais plus on arrive à trouver ce qui rassemble, plus les gens ils vont prendre du plaisir aussi à participer à un mouvement et à un collectif. Deuxième chose qui me paraît super importante dans un collectif qui fonctionne bien, c'est d'avoir des activités et des rituels qui sont clairs. Moi, si je rejoins un mouvement demain, j'ai envie de savoir très concrètement qu'est-ce que je vais pouvoir y faire. Et je vais envie souvent d'avoir une petite action simple qui va me permettre de mettre un pied dedans sans forcément signer un CDI de l'engagement et être là tous les samedis de 14h à 18h, etc. On est dans une société et on parle beaucoup depuis quelque temps de mutation de l'engagement. On ne s'engage pas de la même manière aujourd'hui que dans les années 80 ou 90. L'engagement, il est plus pluriel, il est plus multiforme. Les gens ne vont pas forcément s'engager que pour une seule cause ou un seul mouvement. Ils vont avoir plusieurs engagements sur plusieurs thématiques. Ils vont avoir envie de tester différentes choses aussi. Et il faut s'adapter à ça si on a envie aujourd'hui de faire en sorte que les gens aussi rejoignent notre mouvement, leur permettre d'expérimenter un peu l'ADN du collectif, qu'est-ce que ça va être, à quoi ça va ressembler et qu'est-ce que je vais pouvoir y faire concrètement sans forcément s'impliquer tout de suite 10 heures par semaine. Et du coup, ce qui est important pour des gens qui rejoignent un collectif, c'est d'avoir une visibilité sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, à quoi je vais pouvoir participer de manière concrète. Et du coup, d'avoir une idée claire des activités qu'on va pouvoir faire au sein de ce mouvement. Une activité, je la différencie vraiment d'un rituel, parce que je pense que ce n'est pas les mêmes objectifs pour ces deux mots. Une activité, c'est quelque chose qui va participer au fait qu'on va atteindre les objectifs dont je parlais juste avant. Donc, c'est des formats d'action, des formats d'activité. Ça peut être du tractage, de la sensibilisation. Ça peut être des formats d'action collective, comme aller faire des clean walks, des maraudes ou des choses comme ça. C'est des formats d'action et d'activité qu'on va proposer à des gens et qui vont leur plaire plus ou moins. Tout le monde n'a pas envie de s'engager de la même manière, je le disais, sur une même thématique. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir envie de faire de la sensibilisation auprès de jeunes personnes, d'autres qui vont avoir envie d'aller ramasser des déchets, d'autres qui vont avoir envie de vraiment concrètement faire des actions d'interpellation. Et donc, du coup, important de se dire, OK, dans les gens qui composent ma communauté ou que j'aurais envie d'attirer, qu'est-ce qui intéresserait en termes d'action et d'activité ? On peut avoir des intuitions et donc tester des choses soi-même quand on lance un mouvement ou quand on teste des choses. Et on peut aussi co-construire les activités avec les membres de sa communauté ou de son collectif. Et donc, si je reviens un petit peu aux différentes étapes de développement d'une communauté, quand on a un collectif qui est composé de plusieurs personnes, qui grandit, il peut y avoir un moment où on se dit « Ok, on va réfléchir ensemble à quelles sont les activités qu'on va faire et qu'on considère comme étant le plus impactantes par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés collectivement ». Et ce moment de co-construction, pour moi, il est super important, notamment encore pour fidéliser les gens. Je reviens toujours à ça, mais c'est pour faire en sorte que les gens restent actifs au sein d'un collectif. Et du coup, c'est toujours un équilibre à trouver entre les objectifs qu'on s'est fixés, qu'on a envie d'atteindre, ce que les gens ils ont envie de faire, et le temps qu'on a dédié pour organiser tout ça. Il faut arriver à trouver et il faut naviguer là-dedans pour quand on anime soi-même un collectif. Ça, c'est les activités, c'est ce que les gens ils vont faire. Pour moi, quand un mouvement fonctionne bien, c'est quand on propose aussi des rituels qui vont faire en sorte que ça favorise le sentiment d'appartenance à ce groupe-là. Et donc des rituels, pour moi, c'est tous les moments qui sont peut-être vus comme parfois un peu plus informels, mais qui vont faire en sorte que les gens tissent du lien de manière forte et apprennent à se connaître. Donc ça peut être des petits déj, des apéros. Voilà, moi je pense que les gens ils refont toujours beaucoup plus le monde autour d'une bière que pendant une réunion de 1 heure. Et du coup, c'est ces moments qui font que les gens vont apprendre de plus en plus à se connaître et donc vont aussi prendre encore plus de plaisir et être plus efficaces dans la manière de collaborer et de faire des choses ensemble. Et en fait, je le disais tout à l'heure, les gens ils rejoignent des collectifs aussi pour rencontrer des personnes qui ne viennent pas forcément des mêmes milieux, mais avec qui ils partagent des valeurs ou des questionnements. Et donc, du coup, quand on anime ces collectifs, ou en tout cas quand on a envie de lancer ces mobilisations-là, c'est important de créer ces espaces pour que les gens tissent du lien entre eux. C'est aussi souvent des moments qui sont un peu plus ludiques. Quand on est dans l'action pure et dure, parfois c'est difficile. On traite de sujets qui peuvent être anxiogènes parfois. Et voilà. Pour moi, un mouvement, un engagement, il doit être fun aussi.
et c'est super important aujourd'hui, les causes et les enjeux sociaux, climatiques qui sont tellement anxiogènes qu'il faut offrir des espaces d'engagement qui soient ludiques et dans lesquels les gens ils se sentent bien. C'est pas tous les jours évident, et c'est pas toujours évident d'animer ces espaces-là, mais pour moi c'est super important. Et pour ça, en fait, des petites choses qui marchent bien, c'est faire des brise-glaces en début d'activité ou en début de réunion quand on est là pour parler de sujets un peu plus stratégiques. C'est faire des activités la plus ludiques ensemble, aller faire des randos, des karaokés ou que sais-je. Enfin voilà, mais des choses qui permettent aux gens vraiment de créer du lien, parfois de lâcher la pression aussi. Et là-dedans, je pense que ce qui est important dans toutes ces activités, ces rituels, etc., c'est aussi de penser à comment est-ce que ça permet de faire ressortir les valeurs du collectif. C'est un autre sujet que je trouve très important, c'est de définir quelles sont les règles qui régissent un petit peu la vie du collectif, et qui sont des règles ou des valeurs sur lesquelles on s'accorde. Qu'est-ce qui est important au sein de notre collectif? Quelles sont les choses qu'on va respecter ensemble et qui vont permettre, si jamais quelqu'un sort du cadre un jour, de pouvoir ramener en fait aussi, de remettre au centre la bienveillance, l'écoute, le fun aussi qui peut être une valeur par exemple ou des choses comme ça. Et donc important aussi quand on développe un collectif, de se mettre d'accord sur les règles de base pour que ça parte pas en cacahuète à certains moments, ou en tout cas que si ça part en cacahuète, parce que c'est de l'humain aussi, donc parfois il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des tensions, en fait on remet toujours au centre les valeurs de collaboration, les valeurs de bienveillance, les valeurs d'écoute, etc. Et ça, si vous n'avez pas fixé le cadre au tout début d'un collectif, c'est difficile après de revenir là-dessus. Et du coup, sur cette notion d'activité, de rituel, etc., ce qui aide des nouvelles personnes qui rejoignent un collectif, je le disais, c'est un peu d'avoir la visibilité en fait sur les choses à venir. Et donc du coup, de savoir que, en fait, si je rejoins un collectif demain dans ma ville, je vais pouvoir aller faire une action la semaine prochaine. Dans 2 semaines, je vais pouvoir participer au dîner entre toutes les personnes qui font partie de ce collectif, etc. Et d'avoir un peu ces échéances-là pour prévoir, parce que les gens, ils ont des agendas qui sont surbookés, ils sont sursollicités, on l'est tous, et donc du coup, il faut composer avec ça. Un moyen de composer avec ça, c'est de prévoir et d'anticiper, mais aussi de ne pas hésiter à être spontané. Si vous voyez qu'il y a 2 personnes qui ont envie de prendre un verre un soir et que vous dites, vas-y, allez, on y va. Et c'est aussi parfois les échanges en petits comités qui font la richesse d'un collectif. Un autre pilier assez important des collectifs, c'est de penser les rôles et les parcours au sein de ces collectifs. On parlait tout à l'heure de une personne qui arrive et qui va peut-être tester une action pour commencer. Dans la question de l'animation de collectifs ou de comment est-ce qu'on gère des mobilisations locales qui au début sont à 2 mais après peuvent être à 10, 50, 100, 200 personnes. Quelque chose qui aide là-dedans, c'est de penser les niveaux d'engagement en fait et de penser les rôles que les personnes peuvent prendre aussi sur l'animation du collectif et pas juste sur le fait de faire des actions pures et dures. Et du coup là-dedans, il faut se dire que c'est normal que 100% des gens dans un collectif ne s'investissent pas à la même échelle. Il y a des gens qui vont avoir envie, parce que ça correspond au moment où ils sont dans leur vie, de donner 10 heures par semaine, 20 heures par semaine sur leur engagement, sur le temps qu'ils ont envie de passer dans ce collectif-là. Il y en a qui vont avoir envie de donner que 2 heures. Et c'est OK. Et du coup, c'est de tout l'art et un peu de voir comment est-ce qu'on arrive à composer avec ces différentes envies et qu'est-ce qu'on va proposer aux gens qui ont envie de s'investir un petit peu, beaucoup, et comment est-ce qu'on fait monter les gens aussi progressivement en responsabilité sur la gestion d'un collectif. Il y a des gens qui vont rentrer dans un collectif et qui vont direct dire ok, moi je veux grave m'investir, je veux faire ci, ça, etc. Et ça, c'est des pépites, c'est des gens qui ont tendance à faire plein de choses et c'est ok. Mais il faut aussi penser parfois les parcours comme étant des choses qui sont progressives et que les gens ils vont faire une action de 2 heures, puis monter progressivement sur d'autres choses. Et du coup, ça revient à cette idée que je voulais dire autour de vraiment d'avoir des rôles et des parcours qui sont identifiés au bout d'un certain moment dans la communauté, si elle est assez grosse ou dans un collectif, de se dire, il y a des gens qui vont être en charge de organiser les temps de vie du collectif, donc organiser les temps un peu plus informels. Il y en a qui vont être en charge de la com, des partenariats, etc. Enfin voilà, il y a
plein de manières et plein de rôles qu'on peut identifier au sein d'un collectif, mais de penser de quoi est-ce qu'on a besoin pour que le collectif grandisse et que l'expérience de chacun au sein de ce collectif soit quali. Et du coup, voilà, de penser qu'il y a différents niveaux d'engagement qui sont possibles. On parle souvent de nous de cercles concentriques. Donc, il y a un très grand cercle qui est un peu le niveau 1 de participation, le niveau un peu le plus faible, mais dont on a besoin, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui repartent. Le niveau 2 qui sont un peu plus les membres actifs, vraiment concrètement, les gens qui sont actifs au sein de la communauté, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et après, le noyau dur de personnes qui va s'investir beaucoup. Et du coup, avec qui peut-être on va plus parler de coordination, de stratégie, de choses comme ça. Mais c'est OK que tout ne soit pas tout le temps avec les 300 personnes qui composent un collectif, quoi. Et du coup, là-dedans, pour faire monter en responsabilité les gens progressivement, il y a un triptyque qui est assez intéressant, c'est le triptyque faire avec et laisser faire. Souvent, c'est assez difficile quand on est nouveau au sein d'un collectif de se dire OK, je vais moi-même monter une action, moi-même gérer cette action tout seul, etc. C'est normal, il faut expérimenter un petit peu, comme je disais, tester. Et du coup, ça rassure parfois de se dire d'abord, je vais venir en observateur, et donc il y a quelqu'un qui va faire, et moi, je vais observer. Qui va faire une action, par exemple. Je vais assister, je vais participer, je vais observer une personne qui fait une action. L'étape d'après peut être se dire, en fait, je vais faire avec quelqu'un. Donc, je ne vais pas faire tout seul d'un coup, je ne vais pas lâcher dans le grand bain, etc. Mais il va y avoir quelqu'un qui va faire avec moi, quelqu'un qui a déjà fait. Et donc, du coup, on va le faire à deux et ça va me rassurer dans, moi, ma capacité à pouvoir justement me dire que c'est OK, que je suis capable. Voilà. Et après, la troisième étape qui est plus le laisser faire. En fait, une fois que la personne, elle a fait avec quelqu'un, généralement, elle est plus apte à elle-même gérer le truc toute seule. Que ce soit juste organiser un apéro ou vraiment organiser une action en local. Ça vient un petit peu sur ça. Et du coup, voilà, quand on gère des collectifs et qu'on a envie de faire monter des personnes aussi un petit peu en autonomie ou en responsabilité sur des rôles, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et la dernière chose, je pense, qui est super intéressante et importante, je le disais, les gens, ils rejoignent un collectif aussi beaucoup pour se sentir valorisés. Et du coup, quand on anime des collectifs, cet aspect valorisation, il ne faut pas le sous-estimer, puisque parfois, on peut avoir tendance à être, comme je disais tout à l'heure, beaucoup dans l'opérationnel, le faire des actions. Et souvent, on en oublie l'impact global et on en oublie comment est-ce que nous-mêmes, à l'échelle très individuelle, on contribue au fait que les causes, elles avancent, etc. Et du coup, on peut se décourager et se dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais ? Et donc, du coup, pour ça, c'est important de sentir de la reconnaissance et de la valorisation de ses pairs, vraiment. Et donc ça peut passer par plein de choses. Ça peut être juste un petit message individuel, une petite note vocale qu'on fait à la volée à quelqu'un qui vient de faire quelque chose pour la première fois et qu'on va valoriser. Un bravo sur une boucle WhatsApp collective ou pendant une réunion ou pendant un événement avec plein de gens. Des posts sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses à imaginer, mais ce côté valorisation, il va permettre aux gens de sentir de la reconnaissance et du coup aussi de continuer à agir et de se motiver pour continuer à agir. Et après, je pense que c'est super important de valoriser l'impact collectif des actions qui sont faites par l'ensemble des personnes qui composent le collectif. Et donc du coup, de régulièrement rappeler, en fait, grâce à vous, il y a tant de personnes qui ont été sensibilisées, il y a tant de kilos de déchets qui ont été ramassés, il y a tant de... mais vraiment d'essayer de constamment, régulièrement comptabiliser l'impact global des actions qui sont faites et de le valoriser et de le raconter. Parce que je pense que c'est vraiment aussi l'animation de collectif et le fait qu'on s'engage, c'est aussi beaucoup de storytelling, c'est aussi vraiment des rêves dans lesquels on croit, des choses qu'on a vraiment envie des enjeux qu'on a envie de voir avancer. Et du coup, pour moi, la valorisation, c'est à une échelle individuelle, mais c'est aussi valoriser l'impact du collectif pour qu'on prenne conscience collectivement que tout ce qu'on a fait, c'est incroyable tous ensemble, quoi. Voilà, c'était mes petits conseils sur la mobilisation et comment est-ce qu'on crée et qu'on fédère des gens au sein d'un collectif et qu'on fait en sorte qu'ils y restent.